Bonjour, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour notre 31e édition du Palmarès des mobilités. Il y aura la remise des prix tout à l'heure, mais avant, nous vous proposons une table ronde sur l'électromobilité. Le thème, plus exactement, est comment booster l'électromobilité dans un contexte un petit peu particulier. D'une part, pour favoriser les déplacements qui soient vertueux, environnementalement parlant, et d'une part dans un contexte compliqué de hausse des prix, voire, comme l'a annoncé le gouvernement, peut-être durant l'hiver, de coupure de courant. Cette table ronde va durer 1h30 et vous aurez bien sûr l'occasion tout à l'heure de poser vos questions à nos invités ou de nous faire part de vos remarques. Je vous présente tout de suite nos invités. Je vais commencer à ma gauche. Thierry Guinard, vous êtes le directeur technique du Centre d'excellence bus et transition énergétique de Keolis. Si jamais je ne suis pas exacte, n'hésitez pas à me corriger. À côté de vous, François Varnier de Vailly, vous êtes directeur du programme Bus 2025 pour la RATP. Tanguy Goubouton, vous êtes directeur de la flotte groupe Transdev. À ma droite, Luc Laroche, vous êtes directeur des programmes Innovation Système ferroviaire à la SNCF. Et enfin, Jean-François Irigoyen, vous êtes président du syndicat des mobilités des mobilités Pays Basque à Dour. Merci à tous les 5 d'être avec moi cet après-midi. Je vais vous donner la parole tout de suite et je vais commencer par vous, Thierry Guinard. Et je vais vous demander de nous dresser un petit peu le paysage, le panorama, puisque Keolis est présent, comme les autres opérateurs d'ailleurs, en France et à l'étranger. Quel constat vous faites aujourd'hui de l'état du parc électrique, plus précisément en France, et quels enseignements on peut d'ores et déjà en tirer ? Bonjour, merci tout d'abord pour l'invitation. Très heureux de participer à cette table ronde. Alors, quel constat nous faisons aujourd'hui ? Aujourd'hui, Keolis opère plus de 26 000 véhicules dans les différents pays où nous sommes présents, véhicules routiers, et on voit une très très forte accélération de l'introduction de véhicules électriques pour les voyageurs. Pour vous donner quelques chiffres, donc 26 000 véhicules, on a à peu près 20% de cette flotte qui utilise des énergies alternatives au diesel et 1000 véhicules électriques. Donc ça, c'est en 2022. Et nos perspectives nous amènent à début 2024 avec non pas 1000 véhicules, mais 2500 véhicules électriques. Donc c'est une accélération très forte. On multiplie par 2,5 cette part, ce qui représentera à peu près 10% de la flotte de véhicules. Donc cette accélération, elle est extrêmement forte. Dans l'urbain, c'est un point important, parce qu'effectivement, on parlera un peu de l'interurbain. Ensuite, les constats que l'on fait sur l'intégration de ces véhicules électriques, c'est on ne doit plus raisonner véhicule, mais on doit raisonner système de transport. Parce que qui dit véhicule électrique dit bien sûr, comme vous le savez, système de recharge en dépôt, en ligne, gestion de cette flotte en prenant en compte l'autonomie des véhicules. Et l'autonomie des véhicules, pas que le premier jour où ces véhicules arrivent dans nos opérations, mais sur la durée de vie, notamment en prenant en considération la durée de vie des batteries. L'autonomie ne sera bien sûr pas la même le premier jour et 8 ans après. Donc ça incite et ça nécessite de réfléchir à l'affectation de ces véhicules, aux services qu'ils vont pouvoir réaliser, et ça sur cette durée de vie, notamment de batterie, pour pouvoir assurer un service de qualité, en sécurité, pour les voyageurs. Donc c'est un premier constat que l'on fait sur les véhicules électriques. Système, formation ensuite des équipes. Ça nécessite bien de pouvoir faire comprendre aux équipes d'exploitation de la même manière qu'on doit prendre en compte les variables d'un véhicule électrique, le rechargement de ces véhicules en dépôt, par exemple, ou en ligne, le suivi de l'autonomie des véhicules, et puis aussi faire évoluer les équipes de maintenance, puisqu'on change complètement d'outil. On passe d'un moteur thermique avec des compétences de mécanicien à un véhicule électrique qui, a fortiori, ne sont pas forcément les mêmes compétences. Donc, une évolution des équipes pour pouvoir intégrer ces nouvelles technologies dans les métiers, dans les compétences. Donc, un accompagnement très, très fort des équipes de terrain pour pouvoir les faire migrer. Actuellement, on est en train de déployer 120 véhicules dans le sud de la France
sur 7 sites différents. Et du coup, justement, comment est-ce qu'on alimente les véhicules dans ces sites? Comment est-ce qu'on suit le rechargement des véhicules? Hors de question qu'on arrive le matin en mettant en service un véhicule qui ne serait pas chargé complètement parce que ça va perturber le service, parce que ça va créer des aléas. Donc ce monitoring à la fois des véhicules et leur bon niveau de recharge est effectivement indispensable. Donc ça, c'est pour l'urbain. Ça touche donc les équipes des villes en France et puis ailleurs. Après, sur l'intérieur urbain, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce qu'on a clairement un manque d'offres des constructeurs européens. Aujourd'hui, les seuls autocars que vous pouvez faire rouler électriques ne sont pas fabriqués en Europe, donc ça limite un peu. Et puis, on a aussi un sujet, de la même manière, d'avitaillement. C'est-à-dire que si vous avez un véhicule, comme c'est parfois le cas et souvent le cas, qui reste pendant un certain temps finalement chez le conducteur parce qu'il va rentrer avec le véhicule, comment est-ce que vous le rechargez? Par quel moyen vous le rechargez? Vous installez une borne de recharge chez lui ou pas? S'il rentre au dépôt, à quel moment est-ce que vous faites aussi la recharge? Donc sur l'intérieur urbain, c'est un peu compliqué. On n'y est pas encore, on n'a pas trouvé encore, en tout cas, l'offre adéquate et l'organisation adéquate pour passer sur du véhicule électrique. Alors il y a quelques pistes sur des véhicules qui nécessiteraient une autonomie de 150-180 km. On a aujourd'hui une première expérimentation aussi avec des véhicules rétrofités, mais il faut encore que la filière s'industrialise. Il faut que l'homologation de ce type de véhicules rétrofités, on en parlera un peu plus tard, soit facilitée. Donc ça peut constituer une piste, même si ce ne sera pas non plus la capacité à transformer de larges flottes de véhicules. Alors peut-être, c'est vrai que notre débat s'intéresse surtout à l'électromobilité, mais il y a peut-être des solutions alternatives pour le transport interurbain? Oui. Alors aujourd'hui, il y a des solutions qui sont opérationnellement fiables. Le biogaz en est une solution. Les carburants alternatifs, biocarburants, c'est une solution, mais on est très vigilant sur une fenêtre qui peut aussi se refermer. Je ne sais pas si vous avez vu hier dans la presse, Air France et Total, 800 000 tonnes de biocarburants sur 10 ans. Je peux vous dire qu'on ne sera pas les premiers servis. Donc c'est aussi à prendre en compte, parce que si l'aviation passe sur ce type de carburant-là, pour le transport, on va pas forcément avoir les capacités de production suffisantes. Donc voilà, il y a des alternatives. Et c'est là où nous, notre enjeu, il est de répondre clairement au contexte de l'autorité organisatrice et de pouvoir trouver la meilleure solution à adapter au contexte de l'autorité organisatrice, nos clients, AOM. Et est-ce que c'est un dépôt, un rechargement en dépôt? Est-ce que c'est un rechargement en ligne, comme c'est par exemple le cas sur le Pays Basque? Est-ce qu'on a des véhicules mixtes biogaz, biocarburant? On peut parler aussi d'hydrogène avec des cas d'usage qui sont bien identifiés. L'hydrogène n'est pas non plus forcément la réponse à tout. C'est une réponse, mais avec des cas d'usage bien identifiés. Voilà. Donc la panoplie est vaste. Il faut cibler aussi en fonction du contexte et des besoins. Merci. Vous avez évoqué de nombreux sujets. On y reviendra, bien sûr. Mais auparavant, je voulais donner la parole à François Varnier de Vailly. Donc, côté RATP, la régie s'est engagée dans un vaste plan de conversion de son parc. Un peu la même question sur les enseignements qu'on peut en tirer, mais vous en êtes où aujourd'hui? Aussi bien ce que vous faites bien sûr à Paris, parce que c'est quand même, j'imagine que ça vous inspire énormément pour le reste de la France, et puis les enseignements que vous en tirez. Merci. Effectivement, on est ce qu'on appelle dans un déploiement massif et une transition à marche forcée. Donc ce qu'on apprend à Paris, on apprend effectivement toutes ces nouvelles opportunités énergétiques que l'on a, et on apprend aussi à le faire à marche forcée. Donc je dirais qu'il y a deux points. Aujourd'hui, le point où on en est, en gros, on a déployé 800 bus biométhane, 600 bus électriques, on a 6 dépôts ou centres qui sont déjà transformés. J'en ai 11 actuellement en travaux de manière simultanée. Et du coup, on est vraiment sur un enjeu industriel de ne pas arrêter l'exploitation. Sur un parc total? Oui, sur un parc effectivement, je prends le prérequis, 4500 bus pour la RATP, pour le compte d'IDFM. Donc, actuellement, on a 11 centres
qui sont en travaux sans qu'on arrête l'exploitation. Donc c'est un défi peut-être complémentaire au regard de la complexité de la région parisienne et de la densité des dépôts que l'on a, sur lequel on doit maintenir cette activité et de maintenance et de remisage, du coup avec des jeux de bonneteau de centre en centre où on va garer plus ou moins des bus en plus pour permettre aux travaux de se réaliser. Donc ça, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui à la RATP. On apprend aussi, pour aller dans la même direction que ce que disait mon collègue, sur la notion de système. Voilà. Le bus électrique, c'est encore plus marqué. On est bien sur un système qui va presque de la centrale nucléaire, dans le cas de la France, au bus. Et du coup, comment on arrive à adapter en permanence l'offre et la demande. Et du coup, on a beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle l'interopérabilité borne-bus, où effectivement, on a 4 fournisseurs de bornes, on va dire 4 fournisseurs de bus, et il faut que chaque couple arrive à fonctionner l'un avec l'autre au regard des complexités de remisage de la RATP. Et ça, c'est effectivement une vraie notion systémique sur laquelle on sent que la profession est en train de monter en compétence, on va dire ça de manière élégante. Donc ça, c'est ce qu'on apprend là aussi sur la notion système. On est vraiment sur un changement. Après, ce qu'on peut constater sur ce qu'on a fait à Paris, c'est le mixte énergétique. La crise actuelle rend d'autant plus pertinent la notion de mixte. Voilà, je pense. Et c'est ça ce qu'on a vraiment appris, c'est cette nécessité de rester avec un mixte énergétique dans la période actuelle. Mais avant la crise, vous aviez déjà un petit peu rééquilibré vos projets, c'est-à-dire voilà. que vous avez remonté un petit peu le nombre de bus au gaz, me semble-t-il, en diminuant la part des bus électriques. Voilà, donc ça c'est un revirement qui s'est fait par IDFM, il y a pratiquement 3-4 ans, de rebasculer le mix énergétique sur plus sur un 50-50, ce qui globalement sur la région Île-de-France, quand on prend les 10 000 bus, fait plutôt un 80 ou un 60-40 ou un rebasculement. On a réussi à faire, sans impacter le délai, de refaire donc ce revirement. Là aussi, c'était un enjeu d'étude. Et pourquoi ce revirement ? Alors, je pense que l'autorité organisatrice a souhaité valoriser la filière du biométhane qui était émergente en Île-de-France. Et du coup, ça rejoint le point sur l'importance des territoires. On est maintenant, nous, transporteurs, complètement liés au territoire, on l'était, mais versus énergétique, on y est. Et du coup, c'est quelle énergie, quel territoire et quelle est sa capacité à produire ou à disposer d'une énergie et comment le transport s'adapte à ce territoire. Et ça, je trouve que c'est un enseignement qui est important, qu'on constate dans toute la France. C'est non plus de partir, j'arrive en tant que transporteur avec un véhicule et de l'énergie qui est arrivée par tanker de l'autre bout du monde. C'est, en tant que transporteur, un débat avec l'autorité organisatrice en disant quelle est votre énergie disponible sur votre territoire et du coup quelle est l'offre de transport ou quelle est l'offre technique qu'on met à disposition. Et c'est ça qu'on constate sur les territoires de manière plus large que l'Île-de-France, c'est effectivement ce débat énergéticien, transporteur, autorité organisatrice. On parle beaucoup de la hausse du prix de l'électricité, mais le prix du gaz augmente encore plus. Est-ce que la méthanisation fait que ça influe moins sur les choix des autorités organisatrices, ou est-ce que demain, par exemple, IDFM pourrait revenir sur son choix de faire plus de bus au gaz ? Alors, je ne suis pas dans la tête d'IDFM. Vous êtes un conseilleur. Voilà. Donc, je pense que ça a bien, aujourd'hui, montré la pertinence de garder un mixte. Voilà, s'il y a un flambé sur l'un ou des difficultés d'approvisionnement, et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme un bon père de famille. Je pense que c'est ça ce que ça nous a aidé à spécifier. Et après, de dire l'électrique dans l'hyperurbain,
au regard aussi, dans l'hypercentre, au regard des courses qu'on avait, on reste tout de même sur du 180 km d'autonomie. Et effectivement, le biométhane a toute sa pertinence en périurbain avec des courses journalières beaucoup plus importantes. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Réalité du territoire, réalité des courses. Et c'est bien ce mixte. Quel est le service ? Qu'est-ce qu'on a comme énergie disponible qui fait qu'on tombe sur la bonne techno ? Alors Transdev est aussi un important exploitant de bus électriques. Tanguy Bouton, on dit souvent que les bus électriques coûtent cher aux autorités organisatrices. Et on voit pourtant que dans d'autres pays, le coût de possession et le coût total de possession et d'exploitation des bus électriques est moins élevé en France. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que font d'autres pays ? Bien sûr. Effectivement, en fait, il y a des tendances, on va dire, différentes entre ce qu'on va retrouver en France, par exemple, et en Europe du Nord, où on va avoir, en Europe du Nord, des lois de roulage de véhicules qui sont de l'ordre de 80 à jusqu'à 120 000 km par an pour des urbains, là où en France, on est plutôt sur des véhicules qui vont rouler 50 à 60 000 km par an. Et pourquoi cette différence ? Alors, dans les pays nordiques, c'est pas choquant de voir un autobus sur une route de campagne entre les champs. En fait, si vous voulez, le périurbain est très régulièrement exploité via des autobus, alors qu'en France, on aura plus facilement des autocars. Et donc, on va dire une séparation entre vraiment ces deux modes, urbain et périurbain. Et alors. C'est juste une habitude, c'est pas une loi ou... Exactement, c'est la pratique historique. Et alors, avant la crise énergétique, le kilomètre, on va dire, roulé en véhicule électrique par rapport à un véhicule diesel était de l'ordre de 25% du coût du véhicule diesel, sur le poste énergie, bien sûr. À l'acquisition, les véhicules électriques restent plus chers que les thermiques, mais à partir du moment où on a des forts roulages et un coût d'énergie au kilomètre qui est de l'ordre du quart de celui d'un véhicule diesel, on peut s'approcher d'un coût total de possession équivalent à celui d'un véhicule thermique sur sa durée de vie. Une solution en France pourrait être, par exemple, de faire rouler des véhicules plus longtemps, pour ne pas, on va dire, bouleverser les habitudes de transport et le partage entre l'urbain et le périurbain. Mais jusqu'alors, les lois d'âge moyen et maximum qui sont dans les délégations de services publics et dans les contrats d'exploitation étaient surtout là pour renouveler le parc et les motorisations en fonction des dernières normes Euro, de manière à ce que les véhicules émettent moins de polluants. Par contre, sur les véhicules électriques, on peut vraiment s'interroger sur ces contraintes d'âge moyen et d'âge maximum sur une flotte, étant donné qu'un véhicule électrique qui a 5 ans, 10 ans ou qui sort de la chaîne de production, il va émettre exactement le même niveau de polluants. Et en plus, d'un point de vue environnemental, c'est quelque chose qui peut être plus vertueux d'exploiter des véhicules sur une durée plus longue, en particulier pour ce qui est des véhicules électriques. Et les autorités organisatrices n'entendent pas ce message ? J'imagine que vous le portez auprès des collectivités ? Alors, on le porte exactement. C'est des choses qui sont en train d'évoluer et qui, je pense, surtout quand on regarde les aspects rétrofit aujourd'hui, où on va rétrofiter des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique et ou hydrogène, c'est quelque chose qui va forcément apparaître dans le paysage du transport urbain de demain. Et au passage, les châssis des véhicules qu'on exploite en France pendant 12 à 15 ans, ces mêmes châssis sont exploités sur des durées de 20 à 25 ans en Amérique latine et en Australie. Donc d'un point de vue structurel, il n'y a pas vraiment de risque. Maintenant, c'est aussi aux mentalités et aux clauses contractuelles d'évoluer. Alors on verra tout à l'heure si, Monsieur Éric Bouillin, vous êtes convaincu par le message porté par Transdev notamment, mais j'imagine que vous êtes d'accord avec vous nous le direz tout à l'heure, si vous pensez aussi qu'il faut faire rouler davantage et plus longtemps les bus électriques. Mais je me tourne vers vous, Luc Laroche. Donc vous représentez la SNCF, donc vous intervenez pas exactement
de la même façon que les opérateurs, que les représentants d'opérateurs à ma gauche. Mais c'est aussi un grand sujet. Rendre les véhicules plus propres du côté de la SNCF, même si la SNCF a le discours selon lequel de toute façon le train c'est plus écolo, mais encore faut-il que le réseau soit électrifié. Donc comment vous abordez cette question de la mobilité durable côté SNCF ? Oui, bonjour à tous. Avant de donner quelques chiffres, je rebondis sur ce que vous avez dit. En fait, nous, nos trains, on les garde 40 ans, donc le débat est intéressant. Parfois, on se dit, oh là là, c'est long, 40 ans, il faudrait peut-être réduire. Mais quand je vous entends, je me dis, il faut peut-être qu'on garde 40 ans. Enfin voilà, c'est un débat qui méritera de continuer à être creusé. Effectivement, le train est considéré comme peu émetteur de gaz à effet de serre. Je dirais qu'on a un peu de la chance là. Je redonne quelques chiffres. Quand on compare le TGV donc, aux autres modes de transport, le TGV, il émet 12 fois moins de gaz à effet de serre que la voiture électrique, par kilomètre, par voyageur, etc. Il émet 26 fois moins que la voiture thermique et 25 fois moins que l'avion. Vous voyez des raisons physiques, hein, le contact fer-fer sur la roue et le rail, ça joue, l'aérodynamisme du convoi, ça joue, tout ça, ça joue. Donc j'ai envie de dire que la première chose qu'on préconise, c'est effectivement du report modal de la route sur le rail. C'est la première façon pour économiser du gaz à effet de serre. Alors je vais vous évoquer les différents sujets, différentes études que nous menons. Il y en a 4. La première, c'est effectivement le report modal. La deuxième, c'est la sortie du diesel, parce que tout à l'heure, je vous ai donné des chiffres avec le TGV, mais quand on a un train diesel avec pas grand monde dedans, c'est pas exactement les mêmes chiffres quand même. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on peut moins consommer d'électricité dans notre exploitation. Et puis enfin, il y a un dernier point, c'est est-ce qu'on peut aussi un peu produire d'électricité verte qui puisse nous servir. Donc voilà les 4 pistes. Je reviens sur ces 4 pistes. La première, c'est le report modal du fer de la voiture vers le fer. Aujourd'hui, on est à 10% de part de marché sur le ferroviaire, la voiture est 80-85%. Donc quand on dit report modal, on pense, nous, à x2. Ce serait bien de pouvoir doubler la part de marché du ferroviaire, ce qui ne veut pas du tout dire effondrer la part de marché de la voiture, parce que ça veut dire passer de 85 à 75% pour la voiture, donc ça laisse beaucoup de marge. Mais déjà, si on veut doubler la part du ferroviaire, on a beaucoup de travail à faire, à commencer par travailler sur le réseau lui-même, qui nécessitera des investissements si on veut pouvoir doubler la part du ferroviaire. Il faut travailler sur l'innovation pour améliorer la qualité de service, il faut travailler sur la facilité d'accès au train, c'est pas toujours simple de prendre un train sur le bout en bout, etc., etc. Mais c'est la première des choses à faire pour moins émettre de gaz à effet de serre, faisons préférer le train. Deuxième sujet, c'est sortir du diesel. Et là, on a des choses qui sont déjà lancées. Alors, la première des idées, quand on dit on veut sortir du diesel, donc on veut mettre des trains électriques, on peut dire on peut plus électrifier, on met de la caténaire sur des voies. Et ça, c'est bien sûr la première idée, il faut la pousser. Malheureusement, l'électrification, c'est 1 million d'euros du kilomètre en moyenne, avec de grosses disparités. Donc quand on a des lignes qui ne sont pas très fréquentées, ça peut coûter très très cher avec un retour sur investissement qui est relativement faible. Donc ça veut dire qu'on ne va pas électrifier l'intégralité du réseau SNCF, mais on va pouvoir trouver d'autres alternatives en modifiant les trains. Si ce n'est pas le sol qu'on modifie, c'est le bord qu'on peut modifier. Et là, donc, on a des projets de trains hydrogène ou de trains batterie. Le train hydrogène, c'est un train, si c'est à pile à combustible, c'est un train électrique, mais qui produit son électricité à partir de l'hydrogène. Et là-dessus, il y a toutes les questions système qui se posent aussi sur le bus que vous évoquiez. C'est en fait, quel est le système, où est-ce qu'on va chercher l'hydrogène, avec qui on le partage. C'est peut-être pas que pour le ferroviaire qu'il faut de l'hydrogène, c'est les bus, c'est les camions. Donc il y a tout l'aspect territoire et toute une réflexion autour du train à hydrogène. Le train à hydrogène, il est puissant. Il a relativement beaucoup d'autonomie, donc on l'imagine bien notamment pour le fret ou pour des trains de longue distance. Et puis on a le train à batterie. Le train à batterie aujourd'hui, il a une autonomie de 80 km. On espère, avec les travaux qui sont faits par les industriels, un peu avec nous, mais beaucoup par les industriels, pouvoir pousser vers 120-150 km. C'est largement suffisant pour faire la plupart de nos parcours, sachant que la plupart de nos parcours sont à la fois
avec des voies sous caténaire et des voies sans caténaire. Donc on a des programmes de recherche, comment on peut faire pour recharger rapidement nos trains en dynamique quand on a de la caténaire au-dessus, et puis après on profite de la batterie pour rouler quand il n'y a plus de caténaire. Comment aussi recharger rapidement en statique, on est arrêté à une gare, comment on peut absorber plein de courants électriques très vite. Alors je dis quand on le fait, ça fait fondre instantanément la caténaire, donc il y a quelques petites études à faire avant. Donc il y a de la technique à travailler, mais comment est-ce qu'on peut donc opérer sur nos trains à batterie? Mais et la recharge alternative, comme vous la citez, elle existe déjà en Allemagne? La recharge Non. alternative, c'est-à-dire... C'est-à-dire que sur des bouts de ligne, vous rechargez en courant, après vous continuez sans courant après... Alors ça existe plus ou moins, pas vraiment. On peut le faire un petit peu, on a quelques trains qui ont déjà quelques batteries, mais on peut faire 4-5 km aujourd'hui pour passer à un endroit où, par exemple, on a un incident caténaire ou des choses comme ça. En plus grand, on ne l'a pas encore. Il y a des tests qui sont faits notamment en Hollande. Voilà. Et chez nous, on a aussi des trains qui sont en train d'être construits. On va vraiment tester la technologie. Et où? Vous allez tester où? On va tester dans 5 régions. On fait ça avec les régions. Une des premières régions à laquelle on va tester, c'est avec la région Sud. On travaille aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine sur des trains qui seront des trains batterie. Donc on modifie des trains existants pour les rendre batterie. On va regarder, il y a quand même pas mal de sujets techniques qui sont bien intéressants. C'est-à-dire quand on a une flotte de trains à batterie, ça tire beaucoup sur le réseau électrique, donc il y a beaucoup de choses à regarder. Mais je ne rentre pas dans le détail technique. Le troisième point, c'est comment est-ce qu'on peut économiser de l'énergie quand on exploite. La première idée, c'est d'avoir une conduite écologique. Ça, c'est déjà mis en place à la SNCF. On le renforce par les temps qui courent, parce qu'on n'a vraiment pas envie de payer trop de surcroît d'électricité. Donc l'éco-conduite, avec des algorithmes, on envoie la bonne vitesse au conducteur et il l'applique. Et puis on a des tas de techniques d'optimisation, y compris d'ailleurs des techniques dans la conception du train. Le TGV-M, le futur TGV qui va bientôt sortir, il est extrêmement aérodynamique, il a plus de monde, une meilleure capacité d'emport, donc on diminue la consommation d'électricité de 20 à 25% par voyageur. Et puis le dernier point, c'est en produisant nous-mêmes de l'électricité verte, donc on réfléchit à du photovoltaïque. On a un certain nombre de terrains, donc les emprises nous permettent de penser photovoltaïque. Et donc, on voudrait savoir comment on peut alimenter la caténaire à partir du photovoltaïque et notamment comment est-ce qu'on peut stocker cette énergie-là pour pouvoir la restituer lors des pointes. Une des idées principales, c'est comment on peut écrêter la pointe de consommation, puisque c'est elle qui coûte la plus cher pour nous, mais qui coûte la plus cher au pays, parce que c'est elle qui dimensionne le parc de centrales nucléaires ou pas nucléaires du pays. Donc, comme on est le premier consommateur d'électricité, si on peut écrêter les pointes de consommation, c'est intéressant pour tout le monde. Voilà les pistes que nous poursuivons. Merci. Jean-François Hérigoyen, donc vous avez entendu le paysage dressé par les différents représentants des opérateurs, les pistes suivies par la SNCF. Première question, voilà, qu'est-ce que vous retenez comme message? Et puis deuxième question, on va s'intéresser à votre territoire, puisque vous avez réussi à rationaliser le réseau de transport de 161 communes lorsque vous avez mis la main sur toutes ces communes. Donc savoir comment vous faites, je crois que vous êtes en train d'essayer de décarboner vos transports, comment vous faites pour réussir le bon cocktail énergétique, si l'on en croit ce qui vient de nous être dit à l'instant. Merci. Juste d'abord vous présenter un peu notre réseau et notre syndicat. Donc le syndicat des mobilités Pays Basque Adour est le bras armé en termes de mobilité de l'agglomération Pays Basque. Agglomération Pays Basque qui a été créée en 2017, qui regroupe 158 communes du Pays Basque. Je disais 161, c'est 158. Alors 158 communes du Pays Basque et 3 communes du sud des Landes. Donc ça fait bien 161. Donc ça représente entre 3000 km², 330 000 habitants. Notre territoire est très, très diversifié, puisqu'à la fois urbain, rural, littoral et de montagne. Donc l'enjeu des mobilités était de proposer du service, le bon service au bon endroit, sachant qu'il
il n'est pas le même que ce soit en Soule ou à Biarritz. Donc notre réseau baptisé Tchik-Chak, qui signifie le bruit d'un rebond d'une flotte basque sur la cancha, compte près de 200 véhicules. Donc aujourd'hui, nous serons pour 2024 le syndicat de mobilité propriétaire de 140 véhicules. L'électrification de notre parc a donc démarré en 2019 avec le lancement de 2 lignes de bus, lignes de trambus à haut niveau de service, figure de proue de notre réseau. Nous avons pour cela acquis 18 trambus. C'était un pari. Il s'agit de bus articulés de 18 mètres, 100% électriques rechargeables, alors que nous rechargeons la nuit et au terminus pendant 5 minutes, ce qui plombe un peu nos coûts d'exploitation. Ces bus sont des bus basques, puisqu'ils sont issus de l'entreprise Irisar. Donc c'était pour nous aussi un défi de faire travailler une entreprise locale du Pays basque espagnol. Donc nous avons pu acquérir ces bus à des prix relativement intéressants, puisqu'Irisar voulait pénétrer le réseau français. Donc c'est des bus que nous avons payés à l'époque 750 000 €, ce qui est peu cher pour ce genre de matériel. Aujourd'hui, nous poursuivons donc l'électrification de notre parc avec d'autres lignes équipées de bus urbains et de minibus. Et aujourd'hui, nous sommes avec 20% de taux d'électrification de notre flotte que nous allons essayer de développer, entre autres avec nos nouvelles DSP qui vont arriver courant de 2024. En termes d'investissement, c'est un budget de 80 millions d'euros et le budget alloué dans les 5 prochaines années au matériel électrique sera de 26%. Ensuite, on a quand même des défis à trouver et à travers des nouvelles technologies, puisque la plupart de nos bus, si on peut dire les bus urbains, font une douzaine de kilomètres par jour. Par contre, nous avons certaines lignes qui font plus de 100 km. Donc il faudra trouver des nouvelles technologies, puisque les trambus, bien entendu, ne pourront pas faire de telles distances. Qui plus est, nous allons avoir une autre ligne à haut niveau de service, qui est la ligne Bayonne-Hendaye, qui a été retenue dans le cadre du 4e appel à projet, où là aussi, c'est 32 km. Il faudra que nous arrivions à trouver des solutions décarbonées pour cette ligne. Donc face à ces enjeux énergétiques, on travaille également avec l'agglomération, qui est aussi des soucis en termes de véhicules, puisque l'agglomération a la compétence ordures ménagères, donc traitement et récupération des ordures ménagères, a un parc de plus de 250 bâtiments, donc on a quand même des soucis là aussi en termes d'électricité. Et nous travaillons donc actuellement sur un projet un peu à long terme, c'est une ferme houlomotrice, donc qui va travailler avec la force des vagues, la force de la houle sur le fond de la mer, puisque nous sommes des villes de surf, nous sommes une côte où le surf est important, et ça devrait nous permettre, au terme des études qui sont en cours, de fournir les 2/3 de la consommation électrique du Pays basque. Et vous avez une idée de l'échéance ? L'échéance, encore, je pense qu'il faut attendre une quinzaine d'années, puisqu'on est encore en phase d'études. Des sites ont été ciblés en mer, puisque on a quand même une zone côtière, mais où il y a une grosse activité de pêche, donc on ne peut pas mettre ça non plus n'importe où. Mais aujourd'hui, les sites sont arrêtés. Et vous déployez aussi des panneaux photovoltaïques ? Alors, les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui... Vous voulez en déployer, je sais. Oui, on va en déployer, donc sur tous les P+R et les parkings relais que nous sommes en train de créer. Donc il y en aura un pour la saison prochaine sur Saint-Jean-de-Luz, dans ma ville. Et on va essayer de les déployer aussi sur tout ce qui est maintenant nos dépôts ou nos futurs dépôts, puisque là aussi, dans le cadre des nouvelles DSP, nous allons créer un nouveau dépôt sur le sud Pays basque. Alors, beaucoup de projets, notamment pour être plus indépendant en matière énergétique, la SNCF le fait. Est-ce que du côté de Keolis, par exemple, vous essayez aussi de déployer des panneaux photovoltaïques, ou alors vous réfléchissez à d'autres sources d'énergie ?
Alors, on va être très très pragmatique. Les panneaux photovoltaïques peuvent permettre, ce qui a été dit, décréter quelques consommations, notamment pour les bâtiments. Ensuite, quand on regarde les puissances mises en jeu pour pouvoir recharger des véhicules, c'est pas des photos sur les bâtiments ou même sur les parkings qui vont permettre d'alimenter et de recharger des véhicules. Soyons très clairs et très pragmatiques. Donc ça veut plutôt dire trouver des partenaires qui vont être en capacité, eux, de disposer de fermes photovoltaïques ou d'alimentation en énergie renouvelable, ça peut être de l'éolien, terrestre, marin, qui va être décarboné, et mettre en place, dans ces cas-là, ce qu'on appelle des green PPA, donc des accords d'achat d'énergie renouvelable, pour pouvoir alimenter les flottes de véhicules électriques. Parce qu'en fait, on parle de mégawattheures, donc voilà, tout ne peut pas. Et puis ensuite, souvent, les véhicules, enfin c'est même tous les jours, les véhicules tournent la journée. Ils sont pas au dépôt, ils ne peuvent pas se recharger au dépôt la journée. Et donc il faut pouvoir les recharger plutôt le soir, la nuit. Et là, on n'a pas beaucoup de soleil pour pouvoir les recharger. Donc c'est plutôt par ce type d'accord que l'on va être amené à pouvoir alimenter les véhicules électriques avec de l'énergie renouvelable, qui peut être dans ces cas-là mis à disposition par ce type d'accord et ce type de contrat. Est-ce que vous fixez des objectifs justement d'une certaine part d'énergie renouvelable et d'ici quelle échéance ? Alors, on a un enjeu, une trajectoire effectivement qui est plutôt axée sur la décarbonation de notre flotte de véhicules. Dans cette décarbonation, il y a une part de réduction de l'intensité carbone des véhicules eux-mêmes. Et il y a une part aussi de décarbonation donc de l'alimentation électrique pour ces véhicules. Donc on a effectivement fixé une trajectoire qui, à moyen long terme, doit nous permettre de pouvoir avoir plus de 30% de notre électricité qui est totalement décarbonée. Maintenant, après, quand on met en place des flottes de véhicules électriques pour les autorités organisatrices, localement, on met en place ce type de green PPA en œuvre, parce qu'effectivement, qui dit achat de véhicules électriques, dit opération de véhicules électriques, dit a fortiori alimentation de ces véhicules par de l'énergie renouvelable. C'est une cohérence du déploiement du système de transport. Voilà. Donc ça, c'est important. Et est-ce que la part croissante peut-être des énergies renouvelables pourrait vous amener à revoir le mode de recharge des véhicules ? Alors, ça c'est un sujet. Par exemple, c'est le cas sur la ligne de Bayonne, comme ça a été indiqué, où on a du rechargement en dépôt, mais on a aussi du rechargement en terminus. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas à négliger pour pouvoir permettre d'assurer du service avec plus d'autonomie ou plus de temps de fonctionnement. Comme le disait tout à l'heure Monsieur Bouton, il y avait en fait il y a différentes cultures sur l'usage des véhicules. Un véhicule zéro émission, c'est important qu'on en ait un taux d'utilisation maximal. Et donc du coup, ça nécessite de changer aussi les pratiques d'exploitation, d'avoir des dispositifs de recharge en ligne, ça peut être une solution. Alors après, ça a des impacts, c'est une infrastructure supplémentaire, c'est des coûts supplémentaires, à la fois en termes d'installation, mais aussi en termes d'opération. Ça peut figer un certain nombre de lignes, donc sur des lignes fortes, ça peut être une vraie solution, mais ça peut permettre d'assurer du rechargement. Voilà. Après, il y a aussi, ne l'oublions pas, alors Monsieur Laroche parlait de rechargement par opportunité, on appelle ça le in-motion charging, dans le mode routier. C'est aussi une solution qui n'est pas à négliger parce qu'elle permet de réduire la capacité des batteries sur les véhicules, d'avoir ponctuellement, lorsqu'on peut, des lignes d'alimentation type trolley et de recharger les véhicules sur ces lignes pour pouvoir diminuer la capacité des batteries, augmenter l'autonomie. Donc c'est aussi des solutions qui peuvent être mises en œuvre dans certaines cas de figure. Alors, même question à vous deux. Peut-être formuler de façon un petit peu différente. Comment réagir face à la hausse des prix de l'énergie ? Qu'est-ce qu'on peut faire et par quoi vous commencez ? Alors, je pense que je confirme, parce que j'ai encore eu un certain nombre d'études sur mon bureau sur les panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques, en gros, sur les dépôts, permettent de prendre, voilà, selon les expositions, en tout cas en Ile-de-France, une partie en autoconsommation, entre 50% qu'on pourrait prendre de l'énergie liée à l'exploitation et du dépôt, donc pas la recharge.
Voilà, les ordres de grandeur que j'ai, c'est à peu près, je pense qu'on doit les partager. Voilà. Je pense que la belle question que vous posez, c'est de dire comment consommer mieux. Finalement, l'énergie de traction, le rendement du moteur électrique étant ce qu'elle est, elle est plutôt excellente. Globalement, c'est comment cette énergie qu'on va appeler sur le réseau pour transporter, comment on la consomme mieux. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, la consommer mieux? Ça veut dire la consommer d'abord quand le réseau peut y la fournir, parce qu'aujourd'hui, finalement, ça va être cette question-là qui va aussi arriver. Quand est-ce que le réseau peut la fournir au meilleur prix, tout de même pour les usagers, et la plus décarbonée. Donc en fait, on est face à un triptyque sur lequel il faut qu'on change notre mindset. C'est pas je recharge mon bus quand je rentre le soir au dépôt, comme je le fais avec un moteur diesel. C'est comment je vais récupérer cette énergie dont j'ai besoin au meilleur moment et avec l'énergie la plus vertueuse, économiquement et au point de vue carbone. Donc je pense qu'on est face à ce défi-là. Chacun de nous trois, et je pense un certain nombre d'autres acteurs, réfléchissent à ces questions. Donc on est plus ou moins dans des balbutiements, dans des essais, etc. Donc c'est cette brique-là, quelque part, qui s'appelle le smart charging et qui est une des briques de la ville intelligente de demain qu'on appelle la smart city, sur lequel les opérateurs de transport et les autorités organisatrices sont en train de poser ou innovent pour poser les premières briques. Donc, moi, je poserai la question en disant, c'est comment est-ce qu'on consomme mieux, finalement? Et c'est ça la question dans laquelle on est. Et là, voilà, chacun, je pense, avec un certain secret aujourd'hui, parce que les choses ne sont pas complètement sèches, on travaille actuellement les uns et les autres. Alors, Tanguy Bouton, comment consommer mieux, ou autrement dit, comment on gère les pointes de charge? Est-ce que c'est le secret, ou est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu la méthode de Transdev? Bien sûr. Si vous voulez, déjà, je pense que ce qui a été dit reflète clairement la réalité du sujet aujourd'hui. Ce qui est nouveau, en fait, avec le véhicule électrique, c'est la planification de la recharge. Jusqu'alors, on planifiait, en tant qu'opérateur de transport, l'exploitation et la maintenance des véhicules. La planification de la recharge est vraiment le point névralgique du système de véhicules électriques, parce qu'il permet en fait d'optimiser tout simplement son exploitation. Ce qu'on peut imaginer dans les années qui viennent, notamment avec un contexte de tension sur l'énergie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le déploiement de solutions de microgrid avec notamment du stockage d'énergie. Parce que quand on ne peut pas consommer de l'énergie, et aujourd'hui les énergies renouvelables ont une production qui est intermittente, et quand on ne peut pas l'absorber, elle est dissipée sous forme de chaleur. Donc il y a un enjeu sur le stockage de l'énergie et sur l'optimisation de son usage. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire chez Transdev avec la première flotte en fait, de véhicules électriques qu'on a déployée aux Pays-Bas en 2016. C'était 43 véhicules articulés, 18 mètres donc à Eindhoven. On avait une garantie de 5 ans sur les batteries. Et aujourd'hui, donc, on renouvelle ce parc de batteries. Et le premier jeu est utilisé à des fins de stockage stationnaire couplé à une centrale de production d'électricité à gaz aux Pays-Bas avec donc l'énergéticien RWE et le constructeur VDL. C'est quelque chose qui, jusqu'alors, le stockage stationnaire et l'usage de batteries de seconde vie avait très peu d'intérêt économique, tout simplement parce que le prix de la batterie baisse au fur et à mesure avec l'augmentation de sa production. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder à deux fois dans un contexte de tension énergétique comme la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est envisageable en France ? Tout est possible, il faut savoir à quel coût. Mais effectivement, ça va être le déploiement de ce genre de solution qui va permettre en fait, de baisser les coûts d'exploitation des véhicules à terme, étant donné que à partir du moment où le coût de l'énergie ne fait qu'augmenter, les solutions de stockage auront un intérêt grandissant. Est-ce qu'on peut craindre, alors en tout cas c'est la question qu'on se posait il y a quelques temps, aujourd'hui elle se pose peut-être différemment, puisqu'on envisage des coupures cet hiver,
Mais est-ce qu'on peut craindre une surchauffe, le fait que tout le monde, avec le mode électrique qui se diffuse de plus en plus, demain, de plus en plus de véhicules électriques, de voitures particulières électriques, une surchauffe du système et une impossibilité de se fournir en électricité? Est-ce que c'est une question qui se pose aujourd'hui? Alors, en fonction des modes d'exploitation, oui. Typiquement pour des véhicules à recharge lente au dépôt, si vous voulez, pendant les plages horaires qui ont été identifiées par Enedis, pendant lesquelles il pourrait y avoir de l'effacement, c'est des véhicules, c'est l'heure de pointe en fait dans le transport. Donc les véhicules sont à la route, ils sont en exploitation. Donc pas en train de se recharger, sauf pour ce qui est par contre des véhicules à recharge rapide qui eux vont aller se recharger. Alors soit à plusieurs points sur la ligne, soit à des terminus. Là, c'est clairement quelque chose qui peut être problématique. Mais on imagine qu'à partir du moment où il n'y a pas de signalisation, il y a aussi des chances que les véhicules ne soient pas à la route. Côté SNCF, donc consommer mieux, vous en avez dit un mot tout à l'heure, quand vous avez parlé d'écrêter les pointes. Concrètement, comment on fait pour écrêter les pointes et quels gains sont possibles? Alors d'abord sur les gains, c'est pas énorme, on fait pas moins 50% de consommation, hein. Mais déjà si on arrive à tomber la pointe de 10%, c'est déjà quelque chose de très appréciable. Alors quelles sont les pistes que l'on poursuit? Il y en a une première, enfin elles ont déjà été évoquées, hein, les idées fondamentales sont les mêmes. La première, c'est de mettre effectivement des batteries de stockage à côté des sous-stations. Donc les sous-stations, c'est ce qui alimente le réseau électrique. Donc on charge quand on n'est pas en pointe, et puis quand on est en pointe, eh ben, on utilise moins d'électricité venant du réseau Enedis, et puis on renvoie à la caténaire de l'électricité qui a été stockée dans les batteries. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je l'ai dit, c'est la conduite économe. Troisième chose, on est en train de réfléchir à des systèmes d'exploitation où on anticiperait la pointe dans la marche de nos trains. Donc typiquement, on a un TGV qui part à 4 heures de Paris et la pointe est de 5 heures à... Alors les pointes, il faut qu'elles soient courtes, hein. Il y a des pointes qui sont courtes et qui sont à 5h15, par exemple. On a un quart d'heure où on veut écrêter. Donc on dit au conducteur d'aller le plus vite possible de 4 heures à 5 heures, et puis il pousse moins sur sa manette de vitesse entre 5 heures et 5h15. Alors ça nécessite beaucoup d'algo derrière tout ça. Il y a beaucoup d'algorithmes d'optimisation. Il faut regarder tout le système parce que effectivement, aller vite, c'est bien gentil, mais s'il y a un train qui est devant qui va pas vite, on peut pas aller vite. Après, au moment où on va ralentir, comment se font les convergences avec les autres trains. Donc tout ça, ça demande avoir une vision sur le plan de transport, donc avoir beaucoup d'optimisation. Et là, on tombe dans toute la partie digitalisation. Voilà, ça c'est des exemples de choses qu'on met en œuvre pour essayer de décréter la pointe. Alors après, il peut y avoir des choses qui sont moins belles, hein, mais si vraiment un jour il y a une demande très forte d'électricité, on peut de temps en temps, pour les trains qui sont mixtes, qui sont diesel électrique, on peut parfois faire rouler en diesel sous la caténaire, ce qu'on a horreur de faire en temps habituel. Bon, et en cas de coupure d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous poser la question à chacun. Comment vous anticipez cette éventualité? Aujourd'hui, ce sera de toute façon, et puis ça a été dit, ce sera ponctuel. Ça ne durera pas non plus une journée, 2 journées. On parle d'une interruption sur un temps très limité. Est-ce que ce sera un effacement sur un quart d'heure, une demi-heure? Un quart d'heure, ça servirait à quelque chose? Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui a été dit, c'est qu'on peut se retrouver face à des pointes qui vont complètement mettre à plat le système. Et donc, du coup, si on sait effacer des gros consommateurs, par exemple un dépôt de rechargement de bus, si on sait l'effacer pendant un quart d'heure, eh bien, on peut être amené à éviter une mise à plat du système d'alimentation pour tout le monde. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et sur lesquels, en fait, en tant qu'opérateur, on est amené à dialoguer avec Enedis, avec les fournisseurs d'énergie, pour pouvoir justement mettre ça en place. En Suède, on a mis en place, nous, un accord avec le fournisseur d'énergie. C'est ce qu'on appelle de l'effacement partiel. Là, on ne joue pas sur une coupure complète, mais sur une variation de fréquence qui va avoir comme effet de pouvoir baisser notre puissance appelée instantanément. Et c'est pas sur un quart d'heure, c'est même sur 5 minutes. Donc ça permet en fait de faire gagner
au système de distribution sécrète et de garder le système en fonctionnement. Donc c'est vraiment essentiel que ces petits gestes, qui peuvent paraître anodins, puissent être aussi regardés localement, en accord avec les autorités organisatrices, avec le fournisseur d'énergie, pour pouvoir justement gérer ce système. Et là, effectivement, il va y avoir besoin d'intelligence à la fois collective pour pouvoir trouver les bons accords et les bons fonctionnements, mais aussi d'intelligence technique pour faire en sorte que ce type de solution fonctionne de manière durable, pérenne, parce qu'effectivement, la question peut se poser de la capacité globale à alimenter tous les systèmes de transport en véhicules électriques. Alors je vais vous passer sur ce thème à chacun la parole, hein, si vous voulez ajouter quelque chose. Et puis après, je vous proposerai à vous, public, la parole, si vous avez des questions à poser. Oui, je pense que d'abord, dans notre cas, on a signé la fameuse charte EcoWatt, pour effectivement être en capacité de s'effacer et de décaler notre charge la nuit. Donc, premier sujet en cas de gros, on va dire, sujet. Voilà, il y a cette charte EcoWatt sur effectivement, on s'est engagé, nous, RATP, à décaler notre charge. Pour cela, tout de même, un petit point, il faut avoir prévu, ou quelque part en termes d'ingénierie, qu'on ait, ce qui est notre cas, pensé des bornes de recharge avec une puissance suffisante pour pouvoir tout de même, si par exemple Enedis nous dit vous pouvez démarrer et à minuit, que dans le temps imparti, on ait une puissance disponible. Donc en gros, c'est là aussi où on revient sur la notion systémique. La notion systémique doit intégrer les modes de défaillance. Et c'est ça qui me paraît, en tout cas, qui, moi, m'a passionné dans l'électromobilité et dans ce qu'on a conçu, c'est comment tous ces modes de défaillance, finalement, on les a un peu anticipés sur, effectivement, cela. Et je ne pensais pas que la guerre en Ukraine arriverait. Deuxième sujet qu'on a fait, ces travaux de conception. Le mix énergétique, si vraiment une nuit, il n'y avait pas de recharge, je pense que cette prédisposition de dépôt avec une certaine mixité d'énergie disponible fait que si vraiment, et effectivement toutes les études disent que c'est pas possible, mais bon, imaginons qu'il y ait un blackout, en fait on est sécurisé en disant dans nos plans de transport, on est capable de réaffecter dès le matin, en disant tel dépôt, au moins pour les services minimaux, pour les premiers départs ou externement, on envoie des véhicules d'un autre dépôt. Voilà, donc ça, là aussi, il y a une intelligence collective sur le réseau que l'autorité organisatrice doit mettre en œuvre sur les modes de défaillance. Et ça, c'est nouveau. Tanguy Mouton. Merci. Oui, j'aimerais juste compléter avec un point qui est en fait au niveau de la digitalisation des transports. Jusqu'alors, les données qui étaient émises par les véhicules dans l'ère, on va dire, euro et motorisation thermique servaient surtout à optimiser leur maintenance. Aujourd'hui, on a déjà donc, des nouveaux acteurs, les chargeurs, qui émettent de la donnée, et des véhicules électriques équipés de batteries qui aussi génèrent beaucoup plus de données que ce qu'on trouvait dans le monde du véhicule thermique. Et l'importance aujourd'hui de pouvoir accéder, collecter, traiter cette donnée est plus que jamais sur le devant de la scène. Et on voit qu'il y a vraiment une transformation du métier d'opérateur avec l'électromobilité, notamment d'un point de vue du développement des outils d'aide à la décision, que ce soit pour piloter la recharge, pour piloter l'exploitation, faire des prévisions d'autonomie, etc. Mais en tout cas, on assiste à vraiment une digitalisation forte de la profession. Et aujourd'hui, c'est aussi le moyen d'être davantage vertueux sur la consommation d'énergie. Alors, est-ce que c'est imaginable une coupure d'électricité pour la SNCF ? On peut tout imaginer, mais en tout cas, c'est parce qu'on imagine une coupure brute, sèche et sans préavis de courant. Sinon, les trains s'arrêtent. Ce qui est même les TER. Bon, oui, parce que les système TER de diesel signalisation continue, mais alors après, sans il peut y avoir de la signalisation, ça dépend quelle est l'alimentation de la signalisation, ça dépend, etc. S'il n'y a plus de signalisation, il n'y a plus de train du tout. Mais il y a quand même un certain nombre de secours sur la signalisation.
Non, en revanche, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'être prêt. C'est d'avoir un peu de préavis. Et pour ça, la SNCF, elle est au service du pays, elle est au service des clients, elle est au service des pouvoirs publics, elle est au service des autorités organisatrices. Et on a, avec nos donneurs d'ordre, à trouver le bon équilibre entre diminuer la consommation électrique et effectuer le service qu'on doit effectuer, le service de transport. Donc si on a du temps de préparation, on peut faire des choses. On peut ralentir certains trains, on peut y avoir quelques trains qu'on n'envoie pas, mais ça veut dire repenser tout le plan de transport. Parce que un train qui ne part pas, il ne peut pas faire le retour. Quand on veut faire un retour, il faut avoir fait l'aller, sinon on n'a pas le train. Donc ça veut dire que c'est pas juste sur le temps de la coupure de courant qu'on peut avoir des perturbations, c'est éventuellement jusqu'à la fin de la journée, on s'en remet, et encore, le lendemain matin, il faut repositionner les trains, etc. Donc c'est un très 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 gros travail d'ingénierie de plan de transport, mais on est capable de le faire, et ça se fait dans la discussion avec les pouvoirs publics et en préparant. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne chose, qu'il y ait des discussions et qu'il y ait de la préparation. Ça fait débat dans le pays. C'est pas parce qu'il y a de la préparation qu'il y aura forcément, ça arrivera nécessairement. En revanche, le pire, ce serait que ça arrive et qu'on ne soit pas préparé. Donc le fait qu'on s'y prépare me semble un gage qui, en tout cas, nous rassure. Et du côté des collectivités locales, comment on envisage cette éventualité ? Ça risque d'être compliqué. Où c'est remettre... Oui. On va quand même essayer d'éviter de remettre du thermique sur les lignes. Après, puisqu'on est nous avec des trams électriques, c'est réduire le cadencement pour économiser un peu d'électricité. Alors on commence à en être un peu habitué parce que toutes les grèves de chauffeurs, les manques de chauffeurs qu'on a actuellement, on est déjà un peu dans cette logique. Mais je crois qu'on n'aura pas d'autres solutions. Vous en discutez avec vos opérateurs, parce que je crois que vous avez quasiment tous les opérateurs qui travaillent avec vous. Les opérateurs de transport. Oui, puisqu'aujourd'hui, on a Keolis sur le réseau nord, Transdev sur le réseau sud, et après sur l'intérieur du Pays Basque, une multitude ce que j'appelle entre guillemets de petits transporteurs locaux. Et donc vous avez dit que vous alliez lancer une nouvelle DSP en 2024. Vous souhaitez continuer avec tous ces opérateurs ? Ou vous allez un petit peu réduire, ou au contraire augmenter la taille de la DSP avec un seul opérateur ? Non, vous voyez les choses ? Était le choix politique qui a été fait avec le président de l'agglomération, c'est de ne pas faire qu'un contrat, de faire 3 contrats. Un contrat littoral, puisque aujourd'hui on avait 2 contrats sur le littoral. Bon, en termes d'affichage, ça ne nous semblait pas opportun. Donc c'est un contrat de Tarnos à Hendaye, un autre gros contrat pour le rétro-littoral et un 3e contrat pour l'intérieur du Pays Basque. C'est ce qui a été annoncé aux différents opérateurs qu'on a pu rencontrer dernièrement. Merci. Alors, est-ce que à ce stade de la discussion, il y a des questions ? Si vous en avez, levez la main. Je vois, il me semble avoir vu une main se lever. Oui. Si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question. Merci. Allez-y, on va vous dire. 1, 2, oui. Très bien. Michel Delpont, ancien député qui a porté l'hydrogène en politique depuis 5 ans et aujourd'hui ambassadeur France 2030. Je vous trouve un peu timide sur l'hydrogène, qui est un vecteur énergétique qui pourrait résoudre vos problèmes de temps de recharge et d'autonomie. Et sachant que, effectivement, nous sommes à un virage, mais l'hydrogène peut se stocker, c'est le seul système de stockage. Et en France, on pourrait le produire en été avec le nucléaire et l'hydroélectrique, en attendant que le renouvelable monte en puissance. Toutefois, en termes de prospective, je crois que c'est la meilleure des solutions, notamment pour la SNCF. Alors je sais que la SNCF, la compétence appartient au président de région, mais il faut, à mon avis, changer les choses, comme il faut changer plusieurs choses en Europe. Merci. Qui souhaite réagir à cette remarque ? Il y a 15 jours, j'étais avec mon équipe auprès de la commissaire européenne au transport. Et effectivement, on a bien senti que versus Europe, c'était important pour eux. Donc, on est bien en ligne avec ça, sur le fait qu'il faut y aller, il faut essayer, il faut expérimenter.
voire passer maintenant à l'étape de pré-industrialisation. Voilà. On a vécu la même chose avec l'électromobilité sur les bus, il y a effectivement 10 ans. Mettre en place une filière globale et l'arrivée à maturité, comme on est là avec, en tout cas pour notre cas, une capacité à déployer pas loin de 300 bus par an, il faut beaucoup de prérequis et beaucoup de convictions et beaucoup d'alignements de planètes successives. Voilà. Et en tous les cas, avec une décision assez ferme. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, ce qu'on a décidé avec Île-de-France Mobilité pour l'Île-de-France, c'est qu'effectivement, on passe d'une phase d'essai à un bus, un constructeur, etc., à des essais de ligne complètes. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec mon équipe, de monter un certain nombre qui sont à ce moment-là plus de l'expérimentation, mais pas en dépôt complet, mais en ligne. Voilà, et d'expérimenter des lignes. Petit point tout de même complémentaire, c'est qu'il va falloir qu'on soit aidé par un certain nombre d'administrations qui ont plutôt tendance à être frileuses. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on change un dépôt intégralement, on a ce qu'on appelle les dossiers des ICPE, des installations classées, et on voit bien qu'on est plutôt dans le type course d'obstacles pour avoir les autorisations d'exploiter que le chemin tranquille. Voilà. Et que donc là, il va falloir que notre ensemble de la profession, des bureaux d'études et des pouvoirs publics nous accompagne pour effectivement réussir de ces expérimentations véhicules à des expérimentations ou à du déploiement de lignes complètes. Voilà. Pour passer à la généralisation, on a tout de même un petit effort collectif. Peut-être un point pour ajouter à ça. Alors, l'hydrogène fait partie du panorama et de la panoplie de décarbonation des transports. Ensuite, il est une vraie réponse si on a un certain nombre de conditions. Et la première d'entre elles, que l'on a identifiée en tout cas, c'est le cas d'usage des véhicules, à savoir qu'aujourd'hui, des véhicules hydrogène qui feraient 100 km par jour, ça n'a aucun intérêt, sur un plan économique et sur un plan environnemental. Par contre, ces véhicules peuvent permettre de répondre à des cas d'usage où on va les faire tourner, et ça rejoint un petit peu la remarque sur la Suède et l'aspect culturel quant à l'usage des véhicules, où effectivement on va avoir des cas d'usage où les véhicules vont tourner au-delà de 300 km, 400 km, et où effectivement, là pour le coup, l'électrique ne sait plus faire, et là l'hydrogène est une vraie réponse. Alors après, est-ce qu'on sait l'appliquer sur un réseau complet ? Certainement pas. Parce qu'on n'a pas forcément des véhicules pour pouvoir assurer la pointe qui vont faire 400 km par jour et pour tous les véhicules. Donc c'est un point important. Un point peut-être d'écart de point de vue sur l'usage de l'hydrogène. Justement, c'est un véhicule zéro émission. Si on investit dans un véhicule zéro émission, nous, l'enjeu sera plutôt de l'utiliser à son maximum et sur la durée maximale d'exploitation. Le fait de l'affecter à une ligne peut être un point où on va avoir une flotte de véhicules, de 20 véhicules pour la ligne, mais on va en rentrer 10 en dehors des heures de pointe. Ça, c'est un point sur lequel on est très vigilant. C'est vrai pour les véhicules hydrogène, mais c'est aussi vrai pour les véhicules électriques. Ce qui, en fait, est aussi un changement de mindset. C'est-à-dire que si on a des véhicules zéro émission, qu'ils soient électriques ou qu'ils soient hydrogène, réfléchissons aussi à leur taux d'utilisation maximale et à faire en sorte que cette décarbonation, elle soit bien utilisée sur l'ensemble du réseau. Et auquel cas, hors heure de pointe, on fait rentrer des véhicules émetteurs de CO2, diesel ou autres, et on laisse sur le réseau les véhicules zéro émission. Ça, c'est un acte aussi, un changement de paradigme que l'on voit pour les véhicules zéro émission. Mais avec le temps, on peut penser que les batteries vont être de plus en plus puissantes et que demain, elles feront les mêmes parcours que ce que pourraient faire les véhicules à hydrogène ? Oui, alors il faudra quand même que dans ces cas-là, les batteries aient des densités énergétiques extrêmement fortes avec des poids qui restent, somme toute, limités. Parce qu'aujourd'hui, un véhicule standard 12 mètres, vous embarquez déjà 2,5 à 3 tonnes de batterie.
c'est autant ou moins de voyageurs, parce qu'on ne va pas faire circuler des véhicules avec 20 tonnes. Voilà. Donc, du coup, il faudra que dans ces cas-là, les batteries aient une densité énergétique pour un poids qui soit très, très mesuré. Ça, c'est un enjeu technologique sur lequel on n'a pas encore pour l'instant de solution. Mais l'hydrogène est une solution. On a, nous, l'exemple de Las Vegas. Las Vegas a regardé. Le taux d'utilisation des véhicules de Las Vegas, c'est quasiment 22 heures sur 24. S'il fallait avoir une exploitation en bus électrique, il fallait qu'ils multiplient par 2 la flotte. Donc là, ils ont choisi l'hydrogène. L'hydrogène est une solution, parce qu'effectivement, très forte amplitude, très fort kilométrage, et c'est la solution. Je pense que c'est tout à fait juste. Le but, c'est déjà d'éviter le surparc quand on passe vers la mobilité zéro émission. Aujourd'hui, pour ce qui est des services urbains, 90% des besoins peuvent être couverts par des véhicules à batterie. Par contre, pour ce qui est de l'interurbain, c'est un réel enjeu. D'une part, alors l'offre est très limitée aujourd'hui, avec sans offre, on va dire, avec des véhicules produits en Europe. Et c'est pour ça, entre autres, que Transdev a fait un partenariat avec la région Normandie pour rétrofiter un autocar Crossway, donc Iveco Euro 5, en véhicule à hydrogène, de manière à pouvoir exploiter une ligne interurbaine en zéro émission. Et on a choisi ce véhicule car il représente la majorité de notre parc de véhicules interurbains. Et derrière, on va pouvoir décliner cette transformation sur l'ensemble du parc de manière à accélérer la transition énergétique, non pas par des renouvellements, mais par du rétrofit. Alors, y a-t-il une autre question ? Oui, alors oui, si on peut éclairer la salle, comme tout à l'heure, peut-être. Merci, Alain Caraco, vice-président du Grand Chambéry. Vous n'avez pas beaucoup parlé, ou juste par, côté, de la question économique, c'est-à-dire coût d'achat, coût total de possession, comment on finance ça, et surtout comment on finance ça pour maintenir une offre au moins équivalente, voire supérieure, parce qu'il y aura des besoins, et non pas finalement en allant très fort dans l'investissement, parce qu'il faudra forcément faire beaucoup d'investissements, et en le finançant, en réduisant le fonctionnement, dans quel cas tout le monde aura perdu. Pareil, allez-y, Tanguy Bouton. Merci. Un des leviers pour ça, comme on l'a évoqué, c'est en fait les durées d'amortissement et les durées de vie des matériels. À partir du moment où on peut les faire rouler plus longtemps, le coût de revient sera forcément inférieur. Et un des moyens pour ça, c'est aussi, de manière à baisser les coûts de revient et les coûts kilométriques, d'avoir des durées de contrat qui soient supérieures, de manière à pouvoir déprécier l'ensemble des assets sur la durée du contrat et éviter les risques de valeur résiduelle à l'issue de ces contrats. Mais aujourd'hui, le surcoût, il est de combien ? Tout compris ? Sans durée de contrat et kilométrage annuel, c'est très compliqué de répondre. Alors d'abord le surcoût à l'achat. C'est x2 d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Et en combien d'années on peut arriver à un coût équivalent à un véhicule diesel ? Si vous roulez, admettons, 100 000 km par an, alors avec les coûts d'énergie d'il y a 2 ans, aujourd'hui ce serait cavalier de faire des projections sur le coût de l'énergie, mais par contre on sait que ça va augmenter. Donc sur une durée de 15 ans, avec des lois de roulage de l'ordre de 100 000 km par an, vous pouvez arriver à un ISO coût total de possession, véhicule électrique, véhicule thermique. Est-ce que quelqu'un souhaite également réagir ? Oui, alors c'est un point important, parce qu'effectivement, le véhicule électrique nécessite un investissement plus important qu'un véhicule diesel. On a parlé du véhicule, mais aussi le système de recharge. Après, ce que l'on voit dans le coût total d'ownership, donc le TCO, c'est qu'on a à peu près 30% d'écart, ça c'était avant crise énergétique, entre l'électrique et le diesel. Aujourd'hui, il s'est quand même bien réduit avec l'augmentation du diesel notamment, même si on a des niveaux de coût d'électricité qui restent élevés.
Si le diesel continue à augmenter, ce qui serait quand même vraisemblablement le cas, alors peut-être à très court terme malheureusement, mais aussi à moyen terme, il y aura un avantage pour l'électrique sur un coût total de ownership. Donc ça veut dire que ça restera quand même une solution de décarbonation qui, économiquement parlant, pourra être intéressante. Après, c'est pas encore encore une fois, on l'a évoqué, c'est pas la seule. Hein. Il y a aussi d'autres solutions. On a parlé biogaz, on a parlé gaz. Ça reste aussi des solutions. Alors après, tout dépend quel est l'enjeu que l'on veut avoir en termes non seulement d'émissions carbone, de bruit. Et donc voilà, le choix de l'énergie est important, mais l'électrique pourrait être quand même plus intéressante in fine si le coût du gasoil augmente fortement. Et en prenant aussi en compte le recyclage de la batterie. Alors, tout dépend de ce que l'on regarde, mais oui, si on regarde ça sur le cycle de vie, en fait, sur un bus, sur une durée de 15 ans, les émissions carbone sont principalement liées à son usage et de manière avec un facteur très très important au regard de celui de la batterie. Après, comme ça a été dit, la batterie, il y a aujourd'hui des solutions d'usage de deuxième vie, donc qui sont réelles et qui vont se multiplier. On a parlé de la nécessité aussi de pouvoir stocker de l'énergie. Et donc ça, ce sera un usage qui va se déployer de manière beaucoup plus importante dans les prochaines années. Et puis le recyclage de la batterie, on fait énormément de progrès aujourd'hui sur le recyclage de la batterie pour récupérer les matériaux rares qui sont liés à sa fabrication et pouvoir les réutiliser. Et il me semble que vous m'aviez dit, lorsqu'on s'était parlé pour préparer cette table ronde, qu'on n'avait pas encore totalement compris le vieillissement de la batterie. Alors ça, c'est aussi un enjeu, c'est-à-dire que, et ça rejoint aussi la question économique, c'est qu'aujourd'hui, on a des indications sur des usages de batterie, sur des durées de vie de batterie. Maintenant, et puis ça fait écho aussi au sujet de digitalisation, de mesure des paramètres liés à la batterie. Mais si on sait pousser une batterie, non pas avec un bon usage, non pas à 7 ans, à 8 ans, mais à 9 ans, bah, du coup, on améliorera l'impact environnemental de l'usage d'un véhicule électrique, a fortiori. Donc ça, c'est aussi une intelligence sur laquelle je pense tout le monde travaille et qui est essentielle parce que si on sait bien utiliser une batterie et qu'on sait l'utiliser au-delà des, entre guillemets, 7 ans, 8 ans indiqués aujourd'hui, on y gagnera sur un plan environnemental. Alors, je confirme, si besoin, qu'aujourd'hui, dans le calcul des TCO, c'est la batterie, la deuxième vie de la batterie qui devient le sujet majeur. Donc, effectivement, je pense qu'on est tous les trois constructeurs en train de travailler sur des algorithmes permettant de mieux calibrer la qualité de la recharge. On va parler maintenant qualité, voilà, de se dire que de recharger, on va dire, de manière brute une batterie, on sait que ça les abîme, voilà, et que du coup, on a un vrai intelligence de data, en fait, sur comment mes algorithmes de recharge, qui vont du coup jouer sur deux paramètres, c'est la durée et finalement la puissance. Donc ça veut dire que là aussi, on a conçu des installations qui vont pouvoir moduler de la puissance de recharge. Voilà, il faut mieux charger lentement que fort, voilà, donc, et le nombre de cycles, et en même temps faire des charges profondes pour pouvoir garder une qualité de vie. Donc en fait, j'allais dire, on est presque comme des docteurs avec un organe vivant, on va dire, et on sent bien qu'on est tous en train d'optimiser avec les industriels quels sont les algorithmes et d'avoir, nous, opérateurs, des outils permettant de vérifier la qualité de notre recharge pour tenir le plus longtemps. Donc ça, c'est le premier point qu'effectivement, le gros coup, c'est la batterie. En gros, toutes les datas qui existaient déjà par le passé, on les utilise, bien sûr, mais là, il y a vraiment quelque chose et qui lie la batterie, son utilisation en traction, avec de l'éco-conduite, et puis le chargeur, qui devient un vrai enjeu pour nous tous. Et deuxième sujet sur le coût et sur l'énergie, je reviens sur cette idée de dire consommer mieux, donc de placer nos charges au bon moment. En fait, ça a une valeur. Aujourd'hui, on voit bien sur le marché de l'énergie, si vous allez voir des fournisseurs d'énergie, si vous leur dites, ben voilà, moi je peux charger à tel moment avec une prédictibilité et à des creux, en fait, ça les intéresse.
Du coup, et ils sont prêts à nous aider, entre guillemets, ou à ce qu'on achète moins cher, voire même, à certains moments, à nous payer. Voilà. Donc il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place ou qui se réfléchissent sur comment on peut, pas faire d'économie, mais en tous les cas, avoir de l'énergie moins chère. Voilà. Donc c'est ça sur lequel je pense les deux familles sur lesquelles les uns et les autres on travaille. Y a-t-il une autre question ? Non, hein, je crois pas, je vois pas de main se lever, donc je vais reprendre la main et je voulais rebondir sur ce que vous avez parlé tout à l'heure des dépôts de bus et des contraintes qui pèsent sur ces dépôts, des contraintes administratives. Alors les mauvaises langues disent que les centres de bus ont été un peu calqués sur les desiderata de la RATP. Bon, ça c'est pour moi. Pas que. Pas que. Donc je pense qu'il faut se remettre il y a pratiquement 10 ans à peu près au début des centres bus électriques. La RATP elle avait la volonté avec son autorité organisatrice d'avancer très très vite. Les autorités étaient un peu frileuses et du coup voilà, le fameux arrêté ICPE 29-25 voilà, est sorti un peu sous une contrainte de délai qui était effectivement donnée par la nécessité d'industrialiser la manière de faire sortir de terre plus de 15 dépôts électriques en un temps record en Île-de-France. Retour d'expérience, on est aujourd'hui encore à chaque arrêté à rediscuter avec l'administration pied à pied sur quelles sont les mesures que nous mettons et avec la BSPP en Île-de-France, avec les SDIS et en province, de parler des quantités d'eau disponibles en instantané, de combien de mètres cubes, etc. Donc on n'est pas du tout finalement aujourd'hui dans un automatisme comme on aurait tous espéré l'être, voilà, mais sur une discussion au cas par cas que nous vivons, en tous les cas que je vis, et que pour faire pas mal de missions d'expertise en province aussi, en fait. Voilà, donc on n'est pas du tout, ce fameux arrêté de la catégorie des 29-25 donne un cadre, il est vrai, mais que finalement, de déclaration, on est plutôt à chaque fois dans un régime d'autorisation et de discussion pied à pied. De discussion, mais apparemment c'est quand même très lourd pour les petits territoires. Enfin, je ne sais pas si vous, du côté du Pays Basque, vous êtes soumis à des autorisations administratives très pointilleuses ou très compliquées pour les dépôts de bus. Je ne sais pas si vous êtes concerné particulièrement. Ben, si, comme tout le monde, je pense que le règlement... Mais il faut trouver des capacités foncières, enfin, c'est souvent des... Nous, c'est un des sujets, puisqu'on a réussi à rénover le centre de Bayonne Nord, hein, on a investi 8 millions d'euros, donc entre autres pour y faire venir les trams. Aujourd'hui, nous sommes en recherche d'un terrain sur le sud, hein, donc entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, mais lorsqu'on voit déjà le prix du foncier, la rareté du foncier pour l'habitation, je ne vous dis pas pour l'économique. Donc c'est un réel sujet chez nous, et on y travaille avec nos équipes, puisqu'il faudra de toute façon que nous fassions un second dépôt sur le sud. Et pour financer l'électrification de vos transports, est-ce qu'il y a des solutions de financement privilégiées? Est-ce que vous recourez au financement européen? On sait que les finances des collectivités locales sont sous pression. Comment vous faites? Effectivement, elles sont plus que sous pression, elles sont tendues. Mais aujourd'hui, comme on dépend également de l'agglomération sur le Pays Basque, il y a une structure qui est dédiée à l'agglomération Pays Basque pour rechercher des financements, que ce soit des financements européens ou autres, pour la mobilité ou pour les autres projets de l'agglomération. Merci. J'aimerais aussi qu'on aborde une nouvelle fois, on l'a pareil évoqué, le rétrofit. Est-ce qu'on peut dire que le rétrofit est entré dans les mœurs? Oula. Alors, on en parle beaucoup.
C'est un petit peu comme l'hydrogène. On en parle beaucoup. Alors après, vous me direz, sauf erreur de ma part, il n'y a pas encore un car ou un bus autorisé à circuler et qui a été rétrofité. En tout cas, voilà, on est le 6 décembre. Il n'y a pas encore de carte grise qui a été mis en place par les autorités en charge. Donc ça, c'est une filière qui est en construction, en développement. Ça a été dit tout à l'heure avec un exemple. Il faudra qu'il soit, et je l'espère, autorisé à circuler, ce véhicule. Il y a d'autres tests et d'autres développements qui sont en cours. C'est une piste pour pouvoir transformer des flottes. Est-ce que c'est des flottes d'autocars? Oui, certainement, et pour l'instant, c'est plutôt sur ce profil de véhicule. On sait que le rétrofit de bus, c'est un tout petit peu plus compliqué, ou alors il faut que ça s'applique avec des autonomies que l'on saura de toute façon réduites, 100, 150 km peut-être. Donc ça peut être une réponse, à savoir des véhicules qui ont 7 ans, 8 ans d'âge. On peut choisir de les rétrofiter, tout en considérant que ces véhicules n'auraient une autonomie plus faible, ou en tout cas moins importante que des véhicules neufs. Donc ça peut être une solution. Maintenant, c'est encore une filière qui doit se structurer, s'industrialiser. Il faut aussi que du côté des autorisations et des homologations, le processus se fluidifie un peu. Et que on arrive, il y a peut-être des réflexions ou des pistes à avoir pour améliorer ce processus et le rendre plus rapide et plus flexible et moins onéreux, parce que aujourd'hui avoir un certificat des mines ou un certificat de circulation, pardon, pour un véhicule rétrofité, ça coûte cher et c'est long. Donc voilà, c'est une filière qui est en développement et on peut espérer qu'elle s'industrialise avec un certain nombre d'acteurs reconnus, aidés aussi par les constructeurs. On a Stellantis, par exemple, sur les véhicules ultra légers, décide et va dans ce sens-là. Il faut aussi que nos constructeurs de bus et de cars acceptent aussi d'aller dans ce sens-là. Donc on y travaille avec eux et avec les acteurs du marché. Est-ce que du côté de la SNCF, on est plus avancé sur le rétrofit des trains ? Je ne sais pas si on est plus avancé ou pas, mais en fait, on a une autre façon de voir les choses, puisque, je le disais tout à l'heure, nos trains, on les garde 40 ans. Donc, depuis toujours, on les transforme au moins une fois en milieu de vie. On fait une grosse opération de maintenance, et à cette occasion-là, souvent, on transforme et on peut changer des moteurs ou quelques organes essentiels ou rajouter des fonctions un peu plus modernes, etc. Donc, on est très habitué à faire du rétrofit. Quand on est sur nos projets de TER à batterie, c'est du rétrofit. Donc oui, on fait beaucoup de rétrofit et on continuera à en faire. Donc à chaque fois se pose la question économique, dire est-ce que ça vaut le coup, combien de temps il reste au train. S'il reste plus que 5 ou 7 ans au train, en général on rétrofite pas parce que du coup on s'en sort pas économiquement, mais quand il reste de 20 ans, oui, on rétrofite. J'en profite peut-être juste pour dire, en termes économiques sur la batterie, contrairement à ce que vous disiez, nous, on arrive à peu près à s'en sortir parce que un train, c'est nettement plus cher qu'un bus. Donc, en fait, le coût relatif de la batterie par rapport au mobile est plus faible. Donc, on est en train de travailler à des nouveaux mobiles, notamment pour les lignes de desserte fine du territoire. On est en train de travailler à une gamme de trains légers innovants, de Drezy et de Flexi. Et on repense l'intégralité du système de façon à pouvoir offrir aux collectivités territoriales une exploitation qui soit à la fois beaucoup plus fréquente et pas plus chère. Et donc ça intègre le train à batterie. Et autre élément dans l'économie du train à batterie, c'est que souvent la question n'est pas train à batterie ou train diesel. Il y a un choix de décarbonation et la question est train à batterie ou on met de la caténaire partout. Et là, ça change la donne parce que la caténaire étant chère, ça nous permet d'avoir des temps de retour sur investissement pour le train à batterie. Alors l'actualité récente a montré des incendies de bus très impressionnants. Où on en est sur les enquêtes de ces incendies et comment rassurer les voyageurs qui pourraient peut-être s'inquiéter d'un risque de flambée subite, parce qu'on a vu, tout le monde a vu des images où le feu prenait très très rapidement.
Oui. Je pense que c'est pour moi, ça. Donc effectivement, donc vous savez tous, on a eu un premier incendie, puis un deuxième qui nous a fait retirer l'intégralité de la flotte d'un constructeur français, en lien avec Île-de-France et Mobilité, bien sûr, hein, qui est propriétaire de ces véhicules, et on les a retirés. Aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a certaines réserves qui s'exercent sur ce dossier-là au regard des enjeux. On a même 140, 150 véhicules qui sont retirés de la flotte, hein, donc c'est toute la série incriminée. Effectivement, la presse s'est fait écho d'une cause potentielle racine, qui est la mise en place d'un isolant au cœur de la batterie. Ceci, voilà, je n'ai pas d'éléments permettant de me prononcer sur la véracité de cette information. En tout cas, je ne suis pas habilité à le dire. Ce qui est sûr, c'est que la RATP et son autorité organisatrice ne prendront aucun risque pour les voyageurs de remise en service sans une certaine process de validation et de double regard sur ce sujet-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans l'élaboration des deuxièmes regards sécurité pour confirmer la possibilité de remettre en exploitation. Mais effectivement, ça a été, on va dire, pour l'électromobilité, en tous les cas, ça a été un petit frein sur lequel il faut qu'on le surmonte, voilà, que l'ensemble de la profession le surmonte. Mais en tous les cas, nous remettrons en service cette série de véhicules quand on aura l'assurance du constructeur avec des doubles regards sur notre capacité à exploiter en sécurité. Ce sera quand, à votre avis ? C'est en cours. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des incendies de bus diesel. Voilà, donc voilà. Alors, il ne faut pas que ça excuse l'un par rapport à l'autre. Non, hein, voilà. mais est-ce qu'on n'a pas un qui flambe plus vite que l'autre quand même ? Dans les deux cas, on est face à des potentiels drames. Voilà. Donc aujourd'hui, les incendies de bus sont tout de même limités, quoi. Hein, c'est pas tous les 4 matins on n'est pas dans ce sujet-là. Aujourd'hui, on est sur un incident sur une série spécifique, voilà, qui est en train d'être traité, sur lequel on est éminemment précis sur cette série. Les autres séries aujourd'hui fonctionnent éminemment bien, elles sont sur le réseau, ça se développe, on est encore livré de véhicules tous les jours, on met en service des bus électriques, voilà, ça continue. Il y a un incident industriel qui est traité et qui est sous contrôle et qui sera remis en service quand l'intégralité des choses seront traitées. Alors, je vais vous reproposer pour la dernière fois la parole. Si jamais quelqu'un a un regret et souhaite poser une question, c'est le moment, parce qu'après, on arrive au terme de cette table ronde. Pas de regret. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est... Ah, alors, on vous écoute. Oui, vous avez parlé de 3 tonnes de batterie pour un bus. J'aurais aimé savoir l'incidence sur la fabrication, le châssis, si c'était des pneus différents, si ça usait plus la route, qu'est-ce que ça avait comme conséquence sur l'usure des voies, je sais pas, ce genre de questions. Je crois que ça vaut que... Alors, on peut répondre. Donc effectivement, ça a comme impact, ça peut avoir comme impact de dimensionner différemment le châssis. On voit aujourd'hui arriver aussi d'autres modes de fabrication de véhicules, par exemple des véhicules avec des structures composites, un châssis métallique, mais des structures composites qui va permettre d'alléger le véhicule. Donc ça, c'est une des pistes qui permet de garder finalement après une masse à l'essieu. C'est un petit peu le même problème que pour le ferroviaire. Hein. On ne s'autorise pas des masses à l'essieu excessives, donc qui permet de garder en fait des masses à l'essieu constantes. Et après, ça a aussi un impact sur finalement la capacité du véhicule. C'est-à-dire qu'effectivement, avec 4 tonnes de batterie sur un véhicule de 12 mètres, vous embarquerez peut-être un petit peu moins de voyageurs que si c'est 500 ou 600 ou une tonne de batterie. Ça, c'est mathématique. Donc, il y a des progrès aujourd'hui qui sont faits sur les structures des châssis. Voilà,
voilà, on commence à voir apparaître ces véhicules composites qui ont leur intérêt de ce point de vue-là. Donc c'est des pistes technologiques. Sur les pneumatiques, il faut savoir aussi que donc, notre manufacturier français Michelin a développé par exemple des pneumatiques pour véhicules électriques. On sait que les véhicules électriques, on le constate, ont une usure plus importante de pneumatiques. Donc c'est un élément aussi qu'on surveille de près. Alors il y a une partie qui est expliquée par notamment la charge, donc une charge plus importante. Et donc là aussi, il y a des progrès technologiques sur ces pneumatiques qui sont en train d'être réalisés par les manufacturiers pour permettre de pouvoir conserver des kilométrages normaux, entre guillemets, en considérant ces nouvelles caractéristiques. Merci. Ce que je vais vous proposer pour terminer cette table ronde, c'est de vous donner à chacun la parole, mais pour un mot de conclusion, mais très très rapide. L'exercice, ça va être de ne pas dépasser 30 secondes chacun. Et donc, en gros, vous avez libre choix de la conclusion que vous souhaitez faire maintenant. C'est à vous, Thierry Guinard. D'accord. Bon, alors 30 secondes. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas... L'électrique est une solution, mais ce n'est pas la seule. Donc ça, je pense que c'est un point important. On a une panoplie et il faut surtout avoir un usage de ces véhicules zéro émission qui soit le plus optimal et le plus efficace possible. C'est vraiment le point important. Donc pensons aussi à ça. Et l'autre moyen de décarboner, c'est aussi développer de l'offre, de la qualité de service, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait ce transfert modal qui se fasse, que les habitants laissent leur voiture et prennent les transports en commun. Voilà. Merci. François Barnier de Vailly. Donc je pense que ce que nous avons appris, c'est qu'on est capable de faire une transition énergétique rapide et massive. Premier point. Deuxième point, c'est une opportunité de dingue, comme diraient les jeunes, pour faire travailler en système et que du coup, le monde de l'énergie et le monde du transport sont en train d'apprendre à travailler ensemble. Et donc, on est face à un nouveau métier qui est ce lien entre énergie et transport. Et que c'est une véritable opportunité qui s'ouvre devant nous. Tanguy Bouton. Merci. Pour compléter, sur les aspects électromobilité, en fait, il faut, je pense, garder à l'esprit qu'il n'y a pas une solution sur étagère qui réponde à l'ensemble des besoins. Il y a des offres qui sont très variées, qui évoluent au jour le jour, et c'est pour ça que c'est aussi assez compliqué dans un processus de réponse à appel d'offres, de mettre en place ce qui aura été imaginé 2 ans avant que le réseau commence à rouler, tout simplement parce que la technologie aura évolué et sera plus disponible sur le marché. Mais en tout cas, ça ouvre les portes à de nouvelles opportunités avec le marché de l'énergie, ou avec du stockage d'énergie et éventuellement demain des échanges d'énergie entre les véhicules et le réseau électrique, bidirectionnels, qui aujourd'hui ne peuvent pas l'être. Mais c'est une transformation de la profession et qui génère énormément d'excitation et d'engouement avec les challenges qu'on rencontre aujourd'hui. Merci. Luc Laroche. Oui, je crois que la décarbonation, c'est un des 2 piliers de notre vision du système ferroviaire du futur. En fait, le train est en train de vivre une nouvelle révolution ferroviaire. Il y avait eu déjà l'électrification, qui était une révolution. Il y a eu la révolution de la grande vitesse et du TGV. Et là, on est dans une 3e révolution qui s'appuie beaucoup sur la digitalisation, l'automatisation des systèmes et la décarbonation. Donc c'est un des 2 piliers. Et on a vraiment beaucoup d'études qui sont lancées. Je crois que c'est important, c'est de le faire à la fois en pensant système, mais aussi en pensant écosystème, c'est-à-dire de le faire ensemble. Et on travaille beaucoup avec des consortiums, des partenariats sur ces sujets. Merci beaucoup. Et Jean-François Hérigoyen, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Oui, merci. Donc rapidement, on parlait de décarbonation, d'énergie. Mais bon, l'énergie, quelle qu'elle soit, elle a un coût. Donc aujourd'hui, un peu un message aux futurs délégataires. Je crois qu'il faut mettre le bon service au bon endroit, savoir avoir le courage politique aussi, de supprimer des lignes, des bus qui naviguent à vide, et trouver d'autres solutions pour les territoires un peu retirés ou un peu plus isolés. Alors, mettre le service au bon endroit, c'est un petit peu toutes les initiatives qu'on récompensera tout à l'heure lors de la remise des prix du palmarès des mobilités. Merci beaucoup à vous 5 d'avoir participé à ce débat.